Mes chers collègues, Madame la Ministre, bonjour. La séance est reprise. En accord avec le gouvernement, nous pourrions avancer les séances de questions orales initialement prévues le mardi 18 mai et le mardi 8 juin, respectivement au jeudi 6 mai et 3 juin. Y a-t-il des observations ? C'est pour après, Monsieur Wattebled. Voilà. Là, pour l'instant, je suis sur des informations plus générales. J'ai parlé des questions orales à déplacer. Est-ce que vous avez une observation par rapport aux questions orales? Non. Très bien. Donc, nous actons les jeudis 6 mai et 3 juin. Il en est ainsi décidé. Une autre information. Donc, vous avez encore le temps, chers collègues. Nous pourrions inscrire jeudi 6 mai après-midi, à la demande de M. Éric Jean-Sanettas, président, et de M. Vincent Delahaye, rapporteur de la commission d'enquête sur les concessions autoroutières, un débat sous la forme de questions-réponses sur les conclusions du rapport de la commission d'enquête. Puis, à la demande du groupe Les Indépendants, République et Territoires, un débat sous la forme d'une discussion générale sur le thème « Écriture inclusive, langue d'exclusion ou exclusion par la langue ». Y a-t-il des observations? Je n'en vois pas. Il en est donc ainsi décidé. Une autre information. Par courrier en date du 6 avril, le groupe Les Républicains demande que le débat sur l'avenir institutionnel, politique et économique de la Nouvelle-Calédonie, inscrit à sa demande à l'ordre du jour du mardi 4 mai, soit organisé sous la forme d'une discussion générale et non d'une série de questions-réponses. Décidé. Enfin, dernière information. Par courrier en date du même jour, le groupe Les Indépendants, République et Territoires demande de réduire à 45 minutes la durée de la discussion générale sur les 2 textes inscrits à l'ordre du jour de son espace réservé du jeudi 15 avril. Y a-t-il des observations? Non, il en est donc ainsi décidé. Encore une dernière information et ensuite nous pourrons procéder aux rectifications de vote. En application du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution ainsi que de la loi organique et de la loi du 23 juillet 2010 prise pour son application, la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a émis lors de sa réunion du 6 avril 2021 un avis favorable, 13 voix pour, aucune voix contre, à la reconduction de M. Jean-Christophe Niel à la direction générale de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Par ailleurs, conformément aux mêmes dispositions, la Commission des affaires économiques a émis lors de sa réunion de ce jour un avis défavorable, 9 voix pour, 20 voix contre, à la nomination de M. Philippe Baptiste à la présidence du conseil d'administration du Centre national d'études spatiales. La parole est à présent à M. Dany Wattebled pour une mise au point au sujet d'un vote. Merci Madame la Présidente. C'est juste pour procéder, pour le compte du président Claude Malhuret, à une réflexion de vote sur le scrutin public du 6 avril dernier, répondant au numéro 101 sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République. Le sénateur Claude Malhuret souhaiterait s'abstenir sur le vote de l'amendement. Merci. La parole est à présent à Madame Françoise Gatel pour une mise au point également au sujet d'un vote. Merci Madame la Présidente. Donc, je souhaite apporter une rectification de vote concernant le scrutin numéro 102 de la séance du 6 avril 2021 et portant sur l'amendement numéro 235. Lors de ce scrutin, notre collègue Bernard Delcros souhaitait voter contre. Je vous remercie Madame la Présidente. Merci chers collègues. Acte est donné de ces mises au point. Elles seront publiées au journal officiel et figureront dans l'analyse politique des scrutins. L'ordre du jour appelle à présent l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés. Dans la discussion générale, la parole est à M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Vous avez 5 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, nous arrivons donc aujourd'hui au terme du long périple sur la loi sécurité globale préservant les libertés. La commission mixte paritaire réunie le 29 mars à l'Assemblée nationale est parvenue à un accord
qui préserve la quasi-intégralité des apports du Sénat, dans le souci permanent de mieux protéger nos forces de l'ordre tout en respectant les libertés publiques. Sur les polices municipales, tout d'abord, prenant acte de la montée en puissance des polices municipales, l'article 1er de la proposition de loi prévoit d'élargir à titre expérimental les prérogatives judiciaires des agents de police municipale en leur permettant de constater davantage d'infractions sous l'autorité du parquet. Le principal point de désaccord entre nos deux chambres portait sur la possibilité pour les policiers municipaux de procéder à des saisies. Nous avons trouvé une rédaction en CMP atteignant un équilibre, conservant le principe des saisies en matière de vente à la sauvette et de consommation de stupéfiants, mais clarifiant leurs conditions de conservation et de destruction, ce qui était la principale raison de notre réserve. La proposition de loi comprend également plusieurs articles utiles sur la police municipale, notamment tous les apports du Sénat sur la mutualisation des polices municipales et l'intervention de l'échelle intercommunale ont été préservés, la création de brigades cynoviles ou encore les prérogatives des gardes champêtres que nous avons renforcées. Sur l'ensemble de ces points, nous sommes parvenus à un accord. Il s'agit d'avancées importantes pour nos polices municipales. Nous avons également pu préserver les modalités d'évaluation qui étaient notamment souhaitées par notre collègue Françoise Gatel. S'agissant de l'article 6 supprimé par le Sénat, la CMP a adopté une proposition de rédaction commune qui fait de ce dispositif une simple possibilité à la main de la commune, mais qui limite le remboursement aux frais de formation. Ce n'est donc plus une obligation, mais une possibilité décidée par le conseil municipal. J'en viens au titre relatif aux forces de sécurité intérieure. S'agissant de l'article 24, la rédaction du Sénat a été adoptée sans modification. Je profite de cette occasion pour indiquer que cette rédaction, comme l'a dit d'ailleurs notre président lors de l'examen de la loi sur les valeurs de la République, ne fait plus de l'article 24 un cas particulier de l'article 18 du projet de loi confortant le respect des principes de la République. D'abord, en créant une infraction dont le libellé montre qu'elle est sans lien avec la diffusion de données. En effet, la provocation à l'identification que vise désormais l'article 24 peut s'opérer sans diffusion de données. Les deux infractions ne visent donc plus la même chose. Soit il y a provocation à l'identification pour les catégories de personnes visées par le 24, soit il y a diffusion de données identifiantes sans provocation, et c'est le 18 de l'autre loi qui s'applique. Nous avons donc en fait purgé le vice initial des deux textes concurrents. Je vous présenterai juste un amendement rédactionnel de précision pour bien distinguer douaniers en opération et forces de l'ordre en opération de police. J'en viens maintenant à l'article 23, qui constituait le principal point de désaccord entre nos deux assemblées. Nous considérions que dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, cet article posait des questions au regard des principes d'égalité, de proportionnalité et d'individualisation des peines. Nous avions donc choisi de centrer le dispositif sur les infractions les plus graves et d'élargir le champ des victimes concernées. La CMP a conservé les principaux points de cette rédaction tout en réduisant la durée des crédits proposés. Dans un instant, Loïc Hervé vous présentera les termes de la loi qui le concernent. Je profite des instants qui me restent pour le remercier parce que nous avons très bien travaillé ensemble. Remercier nos homologues rapporteurs de l'Assemblée nationale et Madame la ministre, remercier le ministre Darmanin qui a été longtemps à ce banc et qui a bien fait d'en appeler souvent à notre sagesse. Voilà. Notre accord porte enfin sur le nom de cette loi qui, si vous l'adoptez, s'intitule désormais « Loi sécurité globale préservant les libertés ». Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur Loïc Hervé, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Vous avez 5 minutes, cher collègue. Salut. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, chers collègues, en complément de l'intervention de mon collègue co-rapporteur Marc-Philippe Daubresse, que je remercie également pour le travail que nous avons accompli ensemble, j'aborderai plus particulièrement les volets du texte qui m'échoient, à savoir la sécurité privée, la vidéoprotection,
la captation d'images et la sécurité dans les transports. C'est d'ailleurs sur cette question de la captation et d'utilisation des images que des divergences subsistaient entre nos deux assemblées. Nous sommes cependant parvenus à les surmonter grâce à un travail approfondi mené avec les rapporteurs de l'Assemblée nationale, Mme Thourot et M. Fauvergue, et je les remercie également. Avant d'y revenir, j'aimerais d'abord évoquer en quelques mots les dispositions relatives à la sécurité privée. Le Sénat partageait pleinement la volonté des députés de mieux encadrer ce secteur, ce qui a favorisé l'élaboration d'un compromis. Concernant la sous-traitance, c'est la version adoptée par le Sénat qui a été retenue, même si certains membres de la commission mixte paritaire auraient souhaité imposer des règles plus contraignantes. Il nous a semblé important que la restructuration du secteur ne prive pas les entreprises privées de sécurité de la souplesse dont elles ont besoin pour répondre aux demandes de leurs clients qui peuvent être amenés à organiser ponctuellement de grands événements, notamment en 2023 et 2024. S'agissant de l'accès au métier de la sécurité privée, le texte qui vous est soumis, chers collègues, est proche de celui adopté par le Sénat. La durée de séjour exigée des ressortissants étrangers pour obtenir un agrément est cependant portée de 3 à 5 ans. Il s'agit d'un point auquel nos collègues députés étaient très attachés afin de garantir un contrôle effectif des antécédents judiciaires. En ce qui concerne les pouvoirs nouveaux confiés au CNAPS, le Conseil national des activités privées de sécurité, nous avions une interrogation sur l'opportunité d'introduire une sanction pécuniaire pour les salariés. Un compromis a été trouvé autour d'un montant plus adapté aux capacités financières des personnes visées, qui, comme vous le savez, sont des personnes qui sont assez mal payées. Enfin, le débat que nous avions souhaité ouvrir sur l'opportunité d'appliquer aux agents de sécurité incendie les règles applicables aux agents privés de sécurité se poursuivra via une demande de rapport que le gouvernement devra remettre dans un délai de 18 mois. Sur les sujets qui touchent à la captation d'images, le Sénat s'est appuyé sur l'avis rendu par la CNIL à la demande du président François-Noël Buffet, et les garanties introduites ont été préservées. Concernant la transmission des images de vidéoprotection à la police, par exemple, depuis les halls d'immeubles ou les gares, nous avons trouvé des compromis pour concilier la lutte entre les incivilités avec la nécessaire protection de la vie privée. Concernant l'usage des caméras mobiles par les forces de l'ordre, c'est la version du Sénat qui a été retenue. La consultation immédiate des images en intervention sera possible pour certains motifs opérationnels précis, mais leur diffusion directe dans les médias a été écartée afin d'éviter tout risque de bataille médiatique. Concernant enfin le recours aux drones, nous avions souhaité le réserver aux circonstances où ils sont réellement utiles, les infractions graves ou les lieux difficiles d'accès ou dangereux. La CMP a maintenu tous les apports du Sénat, notamment l'exigence d'une autorisation préalable, l'élaboration d'une doctrine d'emploi et l'interdiction du recours à la reconnaissance faciale. Sur proposition du gouvernement, le Sénat, vous vous en souvenez, avait autorisé à titre expérimental l'utilisation des drones par les polices municipales. Nous avions fait part alors de nos interrogations. Nos collègues rapporteurs de l'Assemblée nationale ont eux aussi exprimé des réserves. Nous avons finalement décidé d'encadrer encore mieux cette expérimentation. Elle sera soumise à une délibération du conseil municipal, à une autorisation du préfet. Sa durée sera limitée à 6 mois renouvelables et son évaluation renforcée. Pour finir, je signale que la commission mixte paritaire a trouvé un compromis sur la simplification des modalités de contrôle de l'alcoolémie au volant, à laquelle nous étions au départ assez réticents, craignant qu'elle n'entraîne une limitation disproportionnée de la liberté d'aller et de venir. Nous avons toutefois admis l'utilité de cette mesure, sous réserve d'un encadrement renforcé. En conclusion, je salue à mon tour le travail constructif mené avec nos collègues députés, qui a permis de dégager un compromis ambitieux tenant compte des préoccupations exprimées par nos deux assemblées. Et nous avons tenu, avec le président Buffet, avec Marc-Philippe Daubresse, un certain nombre de points durs dans cette négociation. Et évidemment, c'est dans ces conditions-là que je vous invite à approuver ce texte issu de la commission mixte paritaire. Mes chers collègues, si l'on est convaincu, comme nous le sommes, que des avancées importantes en matière de sécurité sont nécessaires, alors cet accord en commission mixte paritaire est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour le Parlement, et en particulier pour le Sénat, qui a pu apporter à ce texte des ajouts robustes juridiquement, puisés dans l'expérience et les remontées de terrain des collectivités territoriales que nous représentons, et dans une vraie exigence de préservation des libertés publiques. Cela a été possible parce que nous l'avons voulu dès le départ, et nous avons mené cette négociation à son terme. Je vous remercie.
Merci, chers collègues. La parole est à présent à Madame Marlène Schiappa, ministre en charge de la citoyenneté. Madame la présidente, monsieur le président Buffet, messieurs les rapporteurs Daubresse et Hervé, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je suis heureuse de prendre la parole devant vous aujourd'hui à l'occasion de la présentation des conclusions de la CMP sur la proposition de loi Sécurité globale préservant les libertés, texte dont monsieur le président Buffet indiquait il y a quelques mois, à raison je crois, qu'il s'agissait du texte le plus important en termes de sécurité depuis la LOPSI de 2011. Ce texte, il contient de très belles avancées. Je ne reviendrai pas aujourd'hui sur chacune des dispositions les unes après les autres. J'aimerais cependant résumer en quelques mots l'esprit de cette proposition de loi que le ministre de l'Intérieur a pu débattre ici avec vous. D'abord, il me semble que c'est un texte de confiance dans nos maires et dans nos polices municipales. Nous voulons faire confiance aux élus de terrain, nous voulons leur donner la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, avec l'article 1er, de faire expérimenter des compétences nouvelles à leurs agents dans le strict respect de leurs compétences et de celles de l'État. Nous avons pu entendre ici ou là dans les débats que cet article marquerait une forme de désengagement de l'État ou qu'il aboutirait à confier des missions régaliennes à des agents de police municipale qui ne seraient pas en capacité de les exercer. Je tiens à redire ici solennellement que l'ambition du gouvernement, qui rejoint celle qui est défendue par les rapporteurs à l'Assemblée nationale comme au Sénat, c'est bien une ambition de démultiplication territoriale de la sécurité, en aucun cas de régression. L'enjeu pour nous, c'est bien de donner des moyens nouveaux aux forces municipales et de permettre à ceux qui le veulent de pouvoir mieux répondre aux troubles du quotidien. J'ai été élue locale comme vous et je sais combien il peut être frustrant de ne pas pouvoir agir sur les nuisances de tous les jours qui empoisonnent la vie de nos administrés. Ce texte nous permet de dire aux élus qui le souhaitent, allez-y. Partir du principe que nos agents de police municipale ne sauraient pas faire témoigne, à mon sens, d'une conception curieuse de cette troisième force, à l'heure où elle s'affirme plus que jamais comme un partenaire essentiel des forces de sécurité intérieure. Et j'en profite pour rendre un hommage à tous les policiers municipaux qui sont engagés particulièrement dans cette période difficile que nous traversons. Je voudrais ici rassurer, avec cette loi, nous ne créons pas une sécurité à double vitesse entre des communes dotées d'une police municipale et d'autres, mais au contraire, en renforçant, en valorisant les polices municipales, cette loi renforce l'intérêt pour les communes de s'en doter. Nul besoin ici de rappeler l'article 4 qui ne permet rien de moins que de créer à Paris la plus importante police municipale de France. Et pour pallier les difficultés des communes à se doter d'une police municipale, l'article 5 renforce les possibilités de mutualisation au niveau intercommunal comme jamais ça n'avait été fait auparavant. SIVU, SIVOM, EPCI à fiscalité propre, contrat de mise à disposition. Par ailleurs, l'article 20 bis A va permettre la mutualisation des dispositifs de vidéoprotection dans le cadre d'un centre de supervision urbain qui réunit l'ensemble des parties prenantes. Bref, tout est fait pour doter les maires de capacités à véritablement mettre en œuvre une sécurité du quotidien. Cette confiance que j'évoquais, elle se traduit aussi dans l'article 20, qui ajoute les agents de police municipale au nombre des agents des forces de l'ordre qui seront rendus destinataires de ces images de vidéoprotection, ce qui me semble fondamental. Ce sont aussi les articles 22 et 22 bis sur les drones, les caméras embarquées auxquelles les policiers municipaux vont désormais pouvoir avoir recours pour les compétences, bien sûr, que le législateur leur attribue. Et dans cette seule limite, nous en avons débattu sur la question des libertés récemment. Et à chaque fois, en coordination avec les forces de sécurité intérieure, bien évidemment. Confiance ensuite dans notre secteur privé de sécurité. Cette grande réforme que nous menons de refonte sans précédent du cadre de la sécurité privée, elle ne trahit aucune défiance de notre part. Au contraire, elle vise à accompagner ce secteur qui est en pleine expansion, à lui donner un cadre, à lui donner les moyens d'être pleinement reconnu comme un partenaire de confiance. Cette confiance, elle a bien sûr pour contrepartie la responsabilisation des acteurs de ce domaine. Charge à eux, désormais, d'assurer cette montée en compétences et cette montée en moyens, notamment en vue des grands rendez-vous qui sont devant nous. Je pense bien sûr à la Coupe du monde de rugby de 2023 ou aux Jeux olympiques de 2024. Confiance aussi dans la force du lien qui unit la police et les citoyens. Cette confiance, elle s'exprime dans la mise en place, grâce à l'article 27 ter que nous appelons de nos vœux, dans le cadre du Beauvau de la sécurité, d'une réserve opérationnelle de la police nationale, alignée sur celle ô combien efficace de la gendarmerie nationale. Elle pourra répondre avec des missions rénovées à la demande très forte
des engagements des Français et à la volonté que nous avons avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de valoriser et de continuer à faire bénéficier la police nationale de la compétence de réservistes toujours plus nombreux, aux profils plus variés et aux engagements plus divers. Elle permettra de maintenir, dans les 5 années après leur départ, la qualification d'officier de police judiciaire pour les retraités qui ont bénéficié de cette qualité pendant la période de leur carrière. Cette évolution qui a été portée par le sénateur Leroy, que je salue, constitue une avancée forte et appréciée pour les forces. C'est également un texte de protection de nos forces, justement. Les moyens vidéo, notamment les drones, j'y insiste, démultiplient les capacités d'action des forces en les exposant moins aux dangers de la voie publique ou en leur permettant de porter secours dans des conditions d'exercice qui sont parfois terriblement complexes et dangereuses. Le Sénat a encadré leur usage, de nombreuses garanties dont il nous appartiendra désormais d'assurer la déclinaison la plus opérationnelle possible et bien évidemment la plus respectueuse des libertés. Je constate par ailleurs avec satisfaction que les parlementaires des 2 chambres partagent pleinement la volonté du gouvernement de protéger spécifiquement les policiers et les gendarmes. Ainsi, les articles 23 sur les crédits de réduction des peines, 23 ter sur l'extension du délit d'embuscade, 24 qui prévoit désormais un délit de provocation à l'identification, mais aussi l'extension à l'article 27 bis de la protection fonctionnelle à l'audition libre pour les membres des forces de sécurité intérieure sont autant de dispositions qui viennent témoigner de l'attention particulière que porte la République à ceux qui les protègent. C'est enfin un texte de fermeté vis-à-vis de ceux qui brisent des vies par leur comportement irresponsable sur la route, en assouplissant les possibilités de contrôle de l'alcoolémie ou de la consommation des stupéfiants. Fermeté vis-à-vis de ceux qui ne respectent pas les règles dans les transports, puisque nous avons porté une disposition qui permettra de renforcer substantiellement les moyens d'action pour les opérateurs du secteur pour lutter contre la fraude, tandis que les possibilités en matière de recours vidéo sont par ailleurs renforcées dans la loi. Fermeté aussi pour mieux encadrer les produits dangereux, comme les mortiers, cela a été débattu. Fermeté parce que je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ce mot. Je sais qu'ici, vous êtes toutes et tous favorables à ce que l'état de droit républicain soit respecté. Au final, je voudrais dire qu'avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, nous souhaitons véritablement saluer la hauteur de vue des débats et saluer la très grande qualité du travail de messieurs les rapporteurs lors des auditions, lors de l'examen en commission des lois, puis en séance. Si le gouvernement regrette que les règles de l'article 45 aient fait obstacle à ce que d'autres dispositions qui nous semblaient très attendues des forces puissent être inscrites dans cette PPL, comme pour mieux lutter contre les rodéos urbains, les refus d'obtempérer qui blessent un policier ou gendarme chaque jour, pour durcir le cadre d'acquisition des armes ou de précurseurs d'explosifs, eh bien, nous n'allons pas bouder notre plaisir, si vous me permettez cette expression, et nous pensons l'heure est surtout à saluer l'esprit de consensus qui a animé les membres de la commission mixte paritaire et qui permet aujourd'hui, ensemble, de présenter un texte de compromis et un texte qui, je l'espère, sera adopté. C'est avec le même esprit de consensus et de sagesse républicaine que nous allons examiner et, je l'espère, voter le texte qui vous est soumis et auquel le gouvernement n'apportera, comme c'est l'usage, que les simples amendements de coordination et d'application en Outre-mer. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à présent à Madame Laurence Harribey du groupe socialiste, écologiste et républicain. Vous avez 6 minutes, chers collègues. Madame la présidente, Madame la ministre, Monsieur le président, messieurs les rapporteurs, sans surprise, notre groupe votera contre ce texte. On peut souscrire à l'idée d'une coordination des forces de sécurité nationales, municipales et privées en vue de grands événements comme la Coupe du monde de rugby ou les Jeux olympiques. Mais pour nous, ce texte semble à contretemps enchâssé entre le livre blanc de la sécurité intérieure, le Beauvau de la sécurité et la future loi d'orientation. Débattre d'un nouveau cadre légal d'usage des drones et des caméras embarquées ou de captation des images par les forces de sécurité aurait, à nos yeux, mérité une expertise plus approfondie et un débat public préalable. Au final, la proposition visant à l'origine la mise en adéquation des polices municipales et de sécurité privée à partir du concept de continuum de sécurité se traduit par un texte
avec des mesures disparates qui affectent la lisibilité et la sécurité juridique des principales dispositions. 4 difficultés. Concernant les polices municipales, nous nous opposons au champ trop étendu de l'expérimentation qui pourrait, contrairement à ce que vous disiez, Madame la Ministre, dénaturer les caractéristiques propres de la police municipale, police avant tout de proximité et du quotidien. Les agents de police municipale, à titre expérimental, vont être conduits à procéder à des actes d'enquête et de contradiction en contradiction avec les limites constitutionnelles encadrant leurs prérogatives. Concernant les dispositions relatives au secteur de la sécurité privée, nous regrettons l'assouplissement des règles, notamment sur la sous-traitance, avec le risque d'engendrer des prestations à la baisse et de précariser le personnel de ce secteur. Outre les habilitations données au gouvernement visant l'organisation du CNAPS et de la formation pour l'accès à la profession, plusieurs dispositions posent des difficultés de nature constitutionnelle. Le rétablissement à 5 ans de la durée nécessaire de détention d'un titre de séjour pour qu'un ressortissant étranger puisse exercer dans le secteur, ou le fait de confier des missions de surveillance sur la voie publique contre les actes terroristes aux agents de sécurité privée, ou encore la suppression de l'habilitation spécifique de l'agrément pour réaliser des palpations de sécurité. Les dispositions relatives à la vidéoprotection et à la captation d'images nous posent problème aussi, puisque les garanties introduites par le Sénat, les rapporteurs l'ont dit, sont conservées, mais elles restent insuffisantes et n'auraient jamais dû relever d'une proposition de loi. Nous restons opposés à la quasi-totalité des mesures inscrites dans le titre 3, manifestement contraires à la Constitution, en particulier au principe de protection de la vie privée. Nous récusons l'évolution de la doctrine d'emploi des caméras piétons qui vont devenir des accessoires du maintien de l'ordre public, alors qu'elles avaient été, au départ, plutôt pour objet de sécuriser les agents, d'apaiser les relations entre la police et la population. Nous ne comprenons pas le rétablissement par la CMP des mesures élargissant les possibilités de déport d'images et de vidéosurveillance, notamment dans les halls d'immeubles. De même, la possibilité pour la RATP et la SNCF d'avoir accès aux images de vidéoprotection, quelque part, note un glissement d'une mission de surveillance à une mission régalienne. D'une manière globale, les dispositifs relatifs à la création ex nihilo et l'encadrement des régimes légaux intéressant l'usage des drones et des caméras embarquées soulèvent des interrogations pour nous. Enfin, 4e élément, les dispositions relatives aux forces de sécurité intérieure nous interpellent. La CMP s'est accordée sur une réécriture technique de l'article 24 qui laisse entière la menace contre la liberté de la presse et renforce les sanctions contre les diffuseurs d'images. Et son articulation avec l'article 18 du projet de loi qu'on est en train d'examiner sur le respect des principes de la République entretient un doute sur l'application effective. Même difficulté avec l'article 23 qui supprime les crédits de réduction de peine et la fin des remises de peine automatiques. Enfin, nous restons opposés à l'autorisation du port d'armes pour les policiers et gendarmes hors service dans les établissements recevant du public. En conclusion, le texte issu de la Commission nous inquiète dans ce qu'il contient et surtout ce qu'il ne contient pas. La réforme de l'IGPN, la remise à plat du schéma national du maintien de l'ordre ou encore l'interdiction de l'usage des LBD ou l'absence des moyens de lutter contre les contrôles d'identité abusifs et discriminatoires. Ce texte, pour nous, ne favorisera en rien le rétablissement de la confiance des citoyens dans les forces de sécurité. Vous avez, Madame la Ministre, souligné le changement de titre pour une sécurité globale préservant les libertés. Nous ne considérons pas que ça préserve vraiment les libertés et que, bien au contraire, il est porteur de dérives. Et c'est la raison pour laquelle non seulement nous voterons contre ce texte, mais nous déposerons et nous saisirons le Conseil constitutionnel. Je vous remercie tout en regrettant que les apports que nous avons essayé d'apporter au texte pendant la discussion n'aient pas été retenus. Ça nous aurait peut-être amené à une autre conclusion. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à présent à Monsieur Stéphane Ravier. Vous avez 3 minutes.
Présidente. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, la chronologie de la navette parlementaire est bouleversée par le télescopage des articles 24 de cette proposition de loi sécurité globale et 18 du projet de loi confortant le respect des principes de la République que nous sommes en train d'examiner depuis quelques jours. Ces deux articles reprennent sensiblement les mêmes objets visant à protéger les forces de l'ordre des captations malveillantes d'images, mais ils sont présentés simultanément dans deux véhicules législatifs en examen. On se souvient aussi de la volonté du gouvernement de créer une commission à sa mesure pour une nouvelle écriture de l'article 24. Ce grand n'importe quoi, alors que les Français attendent de la clarté, met en lumière le mépris de l'exécutif pour la démocratie représentative. Un texte de sécurité globale doit garantir une sécurité démocratique avant tout, sans quoi on bascule dans un régime au pouvoir démesuré. Le rôle de l'État est de garantir aux citoyens et aux collectivités la liberté et la sécurité. La réalité montre que l'insécurité se généralise tout autant que le recul de nos libertés. Perdue, La République En Marche se met à courir et se prend les pieds dans les marches. Nous avons ici la preuve, au mieux, de la mauvaise communication, au pire, du désaccord entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Chacun porte sa mesure dans son coin, et les Français qui attendent une conjonction des réponses policières et pénales en sont les premières victimes. S'agit-il d'une lutte d'ego, d'un combat de coq, d'une divergence nette de ligne ou d'une stratégie qui mettrait en scène le duo du méchant et du gentil pour satisfaire tout le monde ? Qu'on examine la loi dans ces conditions-là, c'est déjà insupportable, mais passe encore. Le pire, c'est que ce cafouillage affiché met à mal la crédibilité de l'État, alors qu'il a tant besoin de retrouver sa légitimité et son autorité. Et dire que du locataire de Beauvau à celui de la chancellerie, ce sont les mêmes, qui ne manquent jamais une occasion de faire la leçon sur le prétendu manque de sérieux et de cohérence des parlementaires, avec un dédain affiché pour les communes. À ce stade, je préférerais pourtant donner la boussole et les manettes à nos communes plutôt qu'au gouvernement, car elles aussi attendent que l'on apporte des solutions ciblées aux problèmes de sécurité locale. Ce grand n'importe quoi qui devrait entraîner le rejet des conclusions de la commission mixte paritaire en attendant que le gouvernement accorde ses violons. Les sénateurs, représentants des élus et de la réalité des territoires et des terroirs, étaient en droit d'obtenir un peu plus de respect. Merci, chers collègues. La parole est à présent à Monsieur Dany Wattebled pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Vous avez 4 minutes, chers collègues. Madame la présidente, Madame la ministre, Monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, messieurs les rapporteurs, nous nous réjouissons que la commission mixte paritaire soit parvenue à un accord sur ce texte qui était très attendu. L'adoption d'un nouveau texte visant à assurer une sécurité globale tout en préservant la liberté est malheureusement nécessaire, car depuis de nombreuses années, nous assistons à une nette dégradation du climat sécuritaire dans notre pays. Les actes de violence se multiplient, notamment contre nos policiers, nos gendarmes et nos pompiers. Il est donc indispensable de mieux les protéger, de protéger ces fonctionnaires qui participent à une opération de police contre tous ceux qui se permettent de dévoiler leur identité. Grâce à la sagesse du Sénat, la nouvelle rédaction de l'article 24 y parvient. Après avoir été l'objet de nombreuses controverses, cette nouvelle rédaction de l'article clôt les polémiques en remplissant tout à la fois cet objectif de protection sans pour autant porter atteinte à la liberté de la presse. Je tiens aussi à rappeler que les forces de l'ordre ne sont pas les seules concernées. Les élus sont aussi trop souvent visés par ces violences inadmissibles. La vocation de nos forces de l'ordre est de protéger les Français, celle des pompiers et des médecins de leur porter secours, et celle de les élus de les servir. Quel triste retournement du devoir, protéger ceux qui nous protègent. Car au-delà des victimes directes, ces attaques portent aussi atteinte à l'ensemble de la République et à la cohésion de notre société. Il est grand temps que cela cesse. Ces dispositions s'accordent d'ailleurs avec la promesse qu'a fait le Premier ministre lorsqu'il avait assuré solennellement devant le Sénat et le pays qu'il n'y aura pas de zone de non-droit sans contrôle d'identité. Nos citoyens attendent légitimement un renforcement de la sécurité.
Les dispositions portées par ce texte permettront de donner davantage de moyens aux forces de l'ordre dans l'accomplissement de leur mission. Ainsi, la vidéosurveillance et la vidéoprotection seront étendues afin de permettre à cette technologie de déployer tous ses effets. Comme toujours, le Sénat a prêté une attention particulière à la protection des libertés publiques. Nombre de ces ajouts ont été conservés dans le texte final. À cet égard, nous félicitons que le décret qui détermine les modalités de vidéoprotection dans notre pays soit dorénavant pris après avis de la CNIL. Cette nouvelle garantie renforcera encore les protections des libertés de nos concitoyens. À côté du secteur public, le secteur privé constitue un important pilier du continuum de sécurité. La proposition de loi que nous avons examinée renforce le contrôle de la sous-traitance. Elle contribuera à améliorer la qualité des prestations et la légitimité des sociétés qui les exécutent. Ce texte prévoit également une expérimentation visant à confier des prérogatives de police judiciaire à certaines polices municipales. Même si j'aurais souhaité que le seuil pour y participer soit plus fortement diminué, il est heureux que l'on ait déjà diminué de passant de 20 agents à 15 agents pour abaisser ce seuil. Je voudrais redire ici avec force à quel point il est essentiel de s'assurer que les petites communes ne soient pas pénalisées. Le législateur doit veiller à ce que la sécurité soit uniforme sur l'ensemble du territoire. Cela implique de tenir compte du fait que les petites communes n'ont pas les moyens de recruter des agents de police municipale. En définitive, c'est donc à l'État qu'il revient en premier lieu d'assurer la sécurité de nos concitoyens. Les dispositions de ce texte concourent à améliorer la sécurité des Français. Le groupe Les Indépendants votera donc en faveur de son adoption, tout en rappelant que la question des moyens financiers consacrés à nos forces de l'ordre reste fondamentale pour parvenir à nos fins. Merci, cher collègue. Je passe la parole à présent à Madame Esther Benbassa du groupe des écologistes. Vous avez 4 minutes, chers collègues. Bonjour. Madame la présidente, Madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, entre état d'urgence sanitaire et sécurité globale, la succession de textes liberticides et sécuritaires dans notre pays depuis plus d'1 an devient maintenant alarmante. Nul doute sur le fait que cette CMP fut conclusive. Sans surprise sur ces sujets, le gouvernement, sa majorité, l'AREM et la droite sénatoriale sont à l'unisson réunis en ordre de marche ou dans les starting blocks de la course à l'extrême. Ce texte s'appelle désormais « Proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés ». Comme ma collègue Mme Harribey, je me demande de quelle liberté s'agit-il. Il prône la surveillance de masse, de la légalisation et l'extension de l'usage des drones au plus grand déploiement des caméras piétons, sans préciser pour ce dernier outil l'importance quant au contrôle de l'action de l'agent dans le cadre de ses fonctions. Il aurait été bien sûr judicieux d'inscrire dans la loi que cette technologie a pour but principal le renforcement de l'action de la justice et l'aboutissement des plaintes des victimes de violences commises par certains agents. Ce texte s'attaque à la liberté d'expression en limitant la dénonciation des actes répréhensibles des forces de l'ordre par son article 24. Pourtant, la Cour européenne des droits de l'homme le souligne, l'ingérence dans l'exercice du droit à la liberté d'expression doit répondre à un besoin social impérieux. Or, comme le relève l'avis de la défenseure des droits, l'infraction initialement prévue n'était pas nécessaire à la protection des policiers et gendarmes. Malgré sa réécriture, la critique faite à cet article ne semble pas pour autant obsolète.
Il porte également une atteinte disproportionnée à la liberté d'informer. Le nouveau délit de provocation à l'identification, une notion floue, ouvre la voie à des interprétations divergentes et arbitraires pouvant nuire au travail des journalistes. Ce sont ces images diffusées dans la presse qui ont permis de rendre publique, par exemple, l'affaire Benalla, n'en déplaise au gouvernement. Ce texte bride le droit de manifester parce qu'il crée un climat anxiogène autour des manifestations publiques. Il légalise les drones, mais reste silencieux quant aux LBD et aux grenades de désencerclement que nous savons pourtant être la cause de nombreuses blessures et mutilations. Alors, préservant la liberté, dites-vous, appellation assez antinomique, si je puis me permettre. Enfin, nous sommes pour la création d'une police municipale à Paris. Nous nous associons à la vision que la mairie de Paris a de sa future police municipale, une police de proximité formée aux questions sociétales et à l'image de ce qu'elle protège. Mais nous sommes contre le dangereux rapprochement qu'opère ce texte des prérogatives et statuts de la police et gendarmerie nationale, de la police municipale et de la sécurité privée. Force est de constater que ce texte ne s'appuie sur aucune vision réellement novatrice et complète de la sécurité en France. Il n'a, hélas, de global que le nom. Pour ces raisons, le groupe écologiste Solidarité et Territoires votera contre. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à présent à Alain Richard du groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Vous avez 4 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, dès le début, je crois, compte tenu de l'inspiration de cette proposition de loi et de notre Assemblée comme de l'Assemblée nationale, cet accord était prévisible. En tout cas, on pouvait le souhaiter et il s'est réalisé. Je crois qu'il faut s'en réjouir et il est tout à fait naturel de souligner la part qu'y ont apporté nos deux rapporteurs avec leur travail très intense et très méthodique et aussi notre président de la commission des lois auquel je tiens à rendre hommage. Je voudrais simplement, sans revenir sur les principales dispositions... Collègue, est-ce que vous pouvez mettre votre masque sur le nez? Autant Merci. pour moi. Désolé de vous Autant avoir pour moi. coupé. Merci. Sans revenir donc sur les principales dispositions, je voudrais simplement me livrer à 2 observations politiques à propos de ce texte. La première observation, c'est le chemin parcouru dans le rapprochement, dans la meilleure coopération entre les différentes forces de sécurité. Quand on voit ce qu'était la perception, y compris au sein de la police nationale et de la gendarmerie, des polices municipales, il y a encore 20 ou 25 ans, et qu'aujourd'hui, notamment à partir du savoir-faire développé par les conventions de coordination et l'acquisition de réflexes professionnels partagés entre police, gendarmerie et police municipale, beaucoup de progrès ont été faits et, au fond, la reconnaissance de la capacité des polices municipales aujourd'hui à devenir contributeurs à une sécurité plus active, notamment en relevant des infractions de proximité, je crois que c'est le résultat d'une longue évolution dans laquelle chacun a mis du sien, mais en particulier les collectivités locales ont veillé à la montée de compétences et de savoir-faire de leur police municipale. Je voudrais aussi souligner, évoquant un vieux souvenir personnel, j'étais à la commission des lois à l'Assemblée dans ce temps lointain, le premier texte sur les sociétés de sécurité privée que nous avons adopté en 82-83, on partait de loin. Et la prévention dans la société française contre ces sociétés et la très grande méfiance qui les entourait ont demandé un certain effort à la majorité de l'époque, ça je peux en témoigner, pour adopter un système d'encadrement, de réglementation, mais qui a contribué dans la durée à faire nettement progresser sur le plan méthodologique ces sociétés et leurs salariés. Et aujourd'hui, elles ont toute leur place dans le code de la sécurité intérieure, mais évidemment avec un système de contrôle et un système de protection de la sécurité à l'extérieur qui, je crois, rend un service. La seconde observation générale que je voudrais apporter, c'est le rôle de l'image et de la transmission de l'image
dans les techniques de sécurité, dans les outils de la sécurité au quotidien, mais aussi du soutien aux enquêtes judiciaires et la place qu'elle a prise. Ça aussi, ça a été l'objet d'une très grande méfiance. Souvenons-nous, lorsque dans beaucoup de communes, nous avons, année après année, adopté la délibération permettant d'avoir une visibilité, un système de vidéosurveillance dans l'espace public, avec un contrôle organisé, nous partions avec un préjugé et des critiques extérieures qui étaient très intenses. Aujourd'hui, c'est devenu une pratique très généralisée et si je m'en tiens à une analyse, disons, un peu symptomatique, le nombre de cas dans lesquels apparaissent des critiques, apparaissent des observations négatives sur l'utilisation de ces outils de vidéoprotection, comme on dit aujourd'hui, sont extrêmement rares. Et donc, nous avons encore dans beaucoup de communes notre commission de déontologie qui se réunit annuellement pour faire le point, mais les situations dans lesquelles il y a critique ou il y a conflit deviennent absolument épisodiques. Donc il me semble que nous avons fait collectivement entre les deux assemblées un bon travail, et je dirais que les collègues qui manifestent encore une critique vont nous rendre un service en soumettant cette loi au Conseil constitutionnel de manière à nous garantir la sécurité juridique de l'ensemble des solutions retenues. Merci, chers collègues. La parole est à présent à monsieur Jean-Yves Roux du groupe du RDSE. Vous avez 4 minutes, chers collègues. Je t'en prie. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme d'une proposition de loi controversée pour laquelle le bicamérisme a fait son œuvre, ce qui doit être relevé. Cette proposition de loi apporte, mes chers collègues, des outils de régulation bienvenus, notamment dans des secteurs très sensibles qui pourraient fortement recruter prochainement, comme la sécurité privée ou en plein essor comme le recours au droit. C'est une étape. Nous aurions souhaité, il est vrai, aller plus loin dans la régulation des sociétés privées, s'agissant du contrôle de la sous-traitance ou de la qualité des formations proposées. Concernant les caméras aéroportées, le texte prévoit également, grâce à l'apport du Sénat, de fixer des cadres d'usage, comme de réaffirmer la prohibition de techniques telles la captation des sons, reconnaissance faciale, interconnexion automatisée de données. Il nous appartiendra de suivre très régulièrement la pertinence de ces dispositions et de les réadapter en conséquence au regard des pratiques qui évoluent plus vite que le droit. Je compte ici prendre un rendez-vous avec mes collègues du Sénat au moment du budget pour qu'ils permettent à la CNIL d'assurer pleinement la montée en régime et la diversification de ses missions. Il appartient en effet à la puissance publique de pouvoir organiser les contrôles adéquats. Je souhaite également réaffirmer ici notre attachement viscéral à ce que le cadre de travail de nos forces de l'ordre et forces de sécurité prenne appui sur nos libertés fondamentales, usage proportionné et délimité strictement aux missions et au temps de ces missions, respect des libertés individuelles et de la presse. C'est notre fil rouge. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle une majorité de notre groupe continue de s'opposer à la détention possible d'armes par des forces de l'ordre hors service au sein d'établissements recevant du public. J'en viens à une interrogation majeure s'agissant des dispositions liées aux expérimentations de mise en commun entre les communes de policiers municipaux. Quelques dispositions de notre groupe ont été adoptées, comme la nécessité d'un débat au sein de chaque commune expérimentant les polices intercommunales, la publication des frais de formation engendrés par cette réforme ou l'élargissement des pouvoirs de verbalisation des gardes aux espaces naturels non boisés. Dans l'ensemble, ces expérimentations appellent quelques réflexions. D'une part, non, la police intercommunale nouvellement créée ne saurait être une troisième force de sécurité. Nul ne comprendrait que cette réforme soit un prétexte au désengagement de l'État. Deuxième interrogation, et non la moindre, nous craignons que ces dispositions puissent ouvrir la voie d'une sécurité à deux vitesses, avec de superpolices intercommunales d'un côté, rien de l'autre, et de l'iniquité au sein même des intercommunalités de sécurité. L'aménagement du territoire que nous portons est celle d'une intervention publique constante qui vient corriger des déséquilibres, inscrit la force publique dans tous les territoires, y compris ruraux, de France périphérique et d'outre-mer. L'expérimentation est un outil formidable, mais ici elle touche à la sécurité des biens et des personnes et elle durera 5 ans. Ce n'est pas rien. En 5 ans, il sera très difficile de revenir en arrière. Aussi, nous demandons une évaluation rigoureuse, y compris sur le plan local. Je m'interroge enfin sur la complexité et la lisibilité pour le citoyen des dispositifs prévus. Je souhaite vivement que nous n'inventions pas
par des revendications de concurrence territoriale plutôt que de coopération, des outils de technocratie territoriale qui, au total, desserviraient nos citoyens. De grands pouvoirs impliquent effectivement de grandes responsabilités. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à présent à la présidente Éliane Assassi du groupe CRCE. Dès lors que nous aurons réglé les problèmes d'embouteillage dans l'escalier. Vous avez 4 minutes, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, la France, berceau des droits humains tels que promulgués en 1789, serait-elle en train de rejoindre le camp des pays où la démocratie est fragilisée par le pouvoir lui-même? C'est en ces termes que s'interrogent des intellectuels du monde entier dans un appel envoyé à Emmanuel Macron la semaine dernière pour qu'il renonce à ce texte, parmi lesquels des personnalités comme Angela Davis, Noam Chomsky, Jean Ziegler et pas moins de 3 prix Nobel de la paix. Ne vous en déplaise. Avec eux, nous nous inquiétons du recul de la démocratie dans le monde et en France en pleine pandémie, à l'heure où les populations souffrent d'un recul global des droits humains et des libertés. Je vous le dis solennellement aujourd'hui, en posant un point final au débat parlementaire autour de ce texte, nous actons un recul sans précédent sur nos libertés publiques. L'État affirme son autorité et la remise en cause de celle-ci ne sera que très peu tolérée. Des mobilisations importantes ont permis une réécriture du si problématique article 24, mais quelle réécriture? Ne soyons pas dupes, car si la question de l'usage malveillant de l'image qui posait de sérieuses difficultés dans la démonstration de l'intentionnalité a été résolue, la formulation finale de l'article visant une provocation à l'identification qui a pour objectif manifeste de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique des policiers ou des gendarmes ne pose pas moins question. Comment prouver ou non ce but manifeste quand une image est diffusée pour dénoncer un comportement de violence policière, par exemple? En outre, bien d'autres mesures qui seront aujourd'hui définitivement adoptées mériteraient que ce texte soit purement et simplement retiré. En CMP, les arbitrages se sont révélés anecdotiques puisque la philosophie globale de ce texte était partagée d'emblée par la majorité gouvernementale à l'Assemblée nationale et par la majorité de droite au Sénat. Tous deux sont donc parvenus à leur objectif d'instaurer un continuum de sécurité allant des policiers nationaux aux policiers municipaux en passant par les gardes champêtres et les agents de sécurité privés. Quelques contraintes sont instaurées pour encadrer les entreprises de sécurité privée, en échange de quoi les agents de sécurité privée se voient accorder de nouveaux pouvoirs. Ils pourront être autorisés par le préfet à effectuer des missions de surveillance de la voie publique dans le cadre de la lutte antiterroriste. Et ils n'auront plus besoin d'habilitation pour procéder à des palpations de sécurité dans le cadre de certaines manifestations. Comment octroyer de tels pouvoirs à des entreprises qui, par définition, n'ont qu'un but marchand? De nouveaux pouvoirs sont également transférés aux polices locales sous la tutelle des maires, lesquelles se substituent de plus en plus à la police nationale sans en avoir ni les moyens ni les formations requises. Nous l'avons dit à plusieurs reprises lors de l'examen du texte, à ce maillage fin du territoire en matière d'agents de sécurité se couple une extension démesurée de l'usage des nouvelles technologies. Certes, la commission des lois du Sénat s'est efforcée à encadrer des dispositifs proposés, notamment en matière d'usage des drones, mais cela est largement insuffisant. Nous entrons désormais dans une nouvelle ère en matière de surveillance des populations, ce que nous ne pouvions soupçonner il y a quelques années encore. Aujourd'hui, il s'agit uniquement de capter des images, nous explique-t-on. Mais qu'en sera-t-il demain ? Si les garanties sont aussi faibles et éphémères que celles apportées à la loi SILT 2017, alors le pire est à craindre, et cela n'a rien d'alarmiste que de le dire. Gageons que les sages du Conseil constitutionnel qui seront saisis vous fassent, eux, entendre raison. Pour l'heure, mes chers collègues, prenons la mesure de ce qu'implique notre vote aujourd'hui pour notre pays, pour la sauvegarde de nos libertés et droits fondamentaux, et opposons-nous à ces conclusions. Merci, Madame la Présidente. Je passe la parole à présent à notre collègue Stéphane Le Rudulier pour le groupe Les Républicains. Vous avez 6 minutes, chers collègues. Madame la présidente,
Madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la proposition de loi sur laquelle nous sommes amenés à nous prononcer aujourd'hui a suscité, rappelons-le, d'importants remous dans le débat public et a donné lieu à de nombreuses manifestations sur la voie publique, en dépit même des contraintes particulières tenant à la crise sanitaire. Aussi, c'est avec un certain soulagement que nous nous apprêtons à voter aujourd'hui en faveur du texte de compromis sur lequel se sont accordés députés et sénateurs le 29 mars dernier. Mais que de chemin parcouru avant d'aboutir à cet accord. Rappelons-nous, dès le mois de décembre 2020, peu après l'adoption du texte en première lecture par l'Assemblée nationale, le Sénat, pris en la personne de nos deux chers rapporteurs, avait fait part de sa vive détermination à améliorer l'article litigieux, ce fameux article 24. Notre groupe s'était en outre vigoureusement opposé à la désignation d'une commission nommée spécialement pour la réécriture de cet article. Rappelons que dans le cadre de la navette, le Sénat était seul saisi de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale. C'était simplement le respect de nos institutions et de notre loi fondamentale. Mais cette opposition fut féconde, puisque la version sénatoriale de l'article 24, élaborée à l'initiative de notre commission des lois, a fait l'objet d'un consensus entre les deux chambres en commission mixte paritaire. D'importantes garanties ont été apportées. L'ultime version a totalement abandonné toute référence à la loi de 1881 sur la liberté de la presse, tout en maintenant l'objectif initial par la création d'un nouveau délit de provocation à l'identification des policiers, et ce, dans un but manifeste de porter atteinte à leur intégrité physique ou psychique, délit qui sera inscrit dorénavant dans notre code pénal. C'est une réécriture plus sûre d'un point de vue juridique. Cette nouvelle rédaction ne porte pas atteinte à la liberté de la presse et lève toute ambiguïté sur une pseudo-pénalisation d'intention. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Outre le volet de cet article très controversé, de nombreuses modifications sénatoriales ont été conservées dans le texte que nous examinons aujourd'hui. Alors, sans revenir dans les détails de la proposition de loi, plusieurs points méritent, selon nous, d'être soulignés et mis en exergue. Ainsi, contrairement au texte initial qui rendait l'expérimentation éligible aux seules communes qui emploient au moins 20 agents de police municipale, le Sénat a ouvert cette possibilité aux communes qui disposent d'au moins 15 agents. De plus, dans un souci de cohérence, le Sénat a souhaité que cette expérimentation soit prévue non pas pour une durée de 3 ans, mais pour une durée de 5 ans, afin d'en calquer la durée sur celle du mandat municipal en cours pour en mesurer pleinement tant l'intérêt que les effets. Notre volonté de mieux protéger ceux qui nous protègent nous a conduit à renforcer les peines encourues en cas de violence commise en raison de leurs fonctions sur les personnes dépositaires de l'autorité publique. Ces peines seront applicables en cas de violence commise sur leurs proches également. Par ailleurs, face à la multiplication des intrusions dans les exploitations agricoles régulièrement visitées, cambriolées ou dégradées, le Sénat a élargi les prérogatives des policiers municipaux et des gardes champêtres en les autorisant à constater le délit d'intrusion illégale dans une exploitation agricole. Ainsi, de nombreuses garanties ont également été apportées par le Sénat au niveau des technologies de vidéosurveillance et de captation d'images, garanties particulièrement nécessaires au regard des risques qu'elles présentent en termes de liberté individuelle comme de liberté publique. Alors, si nous devions émettre un regret, c'est la disparition des dispositions adoptées par le Sénat sur proposition de notre collègue Dominique Estrosi Sassone, qui entendait clarifier les pouvoirs des policiers municipaux en cas de délit flagrant
commis dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation. Elles auraient sans doute permis de renforcer la jouissance paisible des propriétaires et des locataires. Mais malgré cela, et pour conclure, nous nous réjouissons que les dispositifs souhaités et votés par la majorité sénatoriale en faveur de la sécurité et pour lesquels nous avions pris soin qu'ils ne s'accompagnent pas d'un désengagement de l'État aient largement retenu l'attention de la majorité à l'Assemblée nationale. Mes chers collègues, je tiens à remercier chaleureusement notre président de la commission des lois, cher François-Noël Buffet, et nos deux excellents rapporteurs, Marc-Philippe Daubresse et Loïc Hervé, qui, malgré les zones de turbulence rencontrées par ce texte, n'ont succombé à aucune erreur de navigation. Et pour ceux qui auraient encore des doutes sur le bien-fondé et l'utilité du bicamérisme, l'enrichissement par le Sénat de ce texte apporte une réponse sans ambiguïté. Pour l'ensemble des raisons exposées, le groupe Les Républicains votera en faveur de la proposition de loi élaborée par la commission mixte paritaire. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Et enfin, j'invite Françoise Gatel à prendre la parole au nom du groupe L'Union centriste pour 6 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues rapporteurs, mes chers collègues, grâce vraiment à la qualité du travail des rapporteurs et du président de la commission des lois du Sénat, je lève le doute. Le groupe centriste votera ce texte avec conviction. Le Sénat s'était assigné comme objectif de dépasser toute frénésie et posture pour adapter la loi aux évolutions de la délinquance et de la violence, mais aussi aux évolutions des nouvelles technologies, lesquelles peuvent aussi se transformer par l'image en menace pour ceux qui nous protègent, les transformant en cibles et parfois trop souvent déjà en victimes tragiques. Et chacun de nous pense ici aux forces de police et de gendarmerie qui, parce qu'ils nous protégeaient, ont été victimes de drames tragiques. Cet objectif est, je crois, atteint. Le travail de la commission mixte paritaire a permis de conserver les apports essentiels du Sénat et de préserver ce qui est cher, notamment à Loïc Hervé et à nous tous, l'équilibre entre libertés individuelles et sécurité, préservant ainsi ce socle du contrat social qui fonde notre démocratie. Contre cette violence qui gangrène notre société, nous répondons par une loi ciselée et sécurisée juridiquement et même apaisée sur l'article 24 qui avait soulevé tant d'opprobre. L'article 24 est désormais cicatrisé. Il ne touche plus à la loi de 1881 sur la liberté de la presse, mais crée à la place un nouveau délit de provocation à l'identification des policiers qui saura certainement trouver sa place dans la protection de nos forces de l'ordre. Au cours des débats au Sénat, j'avais attiré l'attention de monsieur le ministre de l'Intérieur sur une série de points ayant trait, Marc-Philippe Daubresse y a été très attentif, à la police municipale, et beaucoup de points ont été satisfaits par la lecture au Sénat. L'action de la police municipale ne saurait se substituer à celle de la police nationale ou de la gendarmerie, car il faut le rappeler, l'État doit assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire. Les polices municipales, elles gèrent la tranquillité du voisinage. Et en cela, je salue les initiatives très positives des rapporteurs sur la mutualisation des polices municipales. Je ne peux ne pas dire un mot sur les dispositions liées à l'usage des drones qui aboutissent à un encadrement qui devenait pressant, de nécessité. Je reprendrai les mots du rapporteur Loïc Hervé. Ce régime d'usage des drones est robuste et s'inscrit dans l'avenir. Reste une alerte que je me dois de vous adresser, Madame la Ministre, sur l'expérimentation de l'article 1er visant l'extension des compétences des polices municipales. Le principe de l'expérimentation est une excellente chose, répond à un besoin, et son évaluation, que nous avons renforcée au Sénat, a été maintenue dans ses grandes dispositions par la CMP. Avec nos collègues Rémy Pointereau et Corinne Ferret, particulièrement sensibles à ce sujet, et les membres de la délégation aux collectivités territoriales, vous savez, Madame la Ministre, que vous aurez en nous des interlocuteurs très coopératifs, mais exigeants.
Enfin, ici même, et je sais que Marc-Philippe Daubresse y a été sensible, j'appelais à plus d'anticipation sur l'atterrissage de l'expérimentation et le Sénat a adopté notre amendement visant à s'engager à garantir le principe de libre administration des communes et donc à ne pas imposer de manière verticale et autoritaire un futur transfert de compétences des prérogatives judiciaires aux polices municipales, alors même que la création des polices municipales relève du principe de libre administration des collectivités. Je réitère cette alerte, Madame la ministre, au nom du principe de libre administration des collectivités, d'autant plus fort que chat échaudé craint l'eau froide, et cette expérimentation doit sécuriser, après son évaluation exigeante, un principe d'élargissement de ses compétences aux seules collectivités volontaires. Je veux, pour conclure, encore une fois, remercier profondément l'implication minutieuse et exigeante de nos deux rapporteurs, Loïc Hervé et Marc-Philippe Daubresse, ainsi que du président, leur écoute et la rigueur, jointe à celle, il faut le dire, de Monsieur le ministre de l'Intérieur ou de vous quand vous étiez au banc, Madame la ministre, nous auront permis d'atteindre un difficile équilibre. Donc le groupe Union Centriste votera donc ce texte en réaffirmant que la sécurité doit se concevoir comme devant évoluer comme évolue notre société et avec elle les lois encadrant son application. Elle doit protéger les libertés et constitue tout autant un des piliers de notre démocratie. Et j'espère que nous aurons su, par ce texte en tout cas, à la fois apporter des solutions aux peurs qui se font jour dans la population et renforcer la protection de ceux qui nous protègent. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La discussion générale est donc close. Chers collègues, je me permets de vous rappeler quelques règles. Au stade de la procédure et en application de l'article 42, alinéa 12 du règlement, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du gouvernement. Le Sénat étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, il statue sur les amendements au fur et à mesure, puis par un seul vote sur l'ensemble du texte et non pas article par article, vote sur chaque article, mais bien par un seul vote sur l'ensemble du texte à la fin de l'examen des amendements. Je passe donc à la présentation des amendements du gouvernement et de celui de la commission présentés avec l'accord du gouvernement. Article 22, amendement numéro 2. Madame la ministre, si vous souhaitez le présenter. Merci Madame la Présidente. C'est un amendement de coordination. Avis de la commission ? Favorable. Parfait. Je fais donc voter sur l'amendement. Y a-t-il des votes pour ? Contre ? Il est adopté. Alors, nous passons maintenant à l'amendement numéro 7 sur l'article 24, présenté par la commission. Rédactionnel. Un amendement rédactionnel, Madame la Ministre. Avis favorable, Madame la Présidente. Parfait. Avec 2 avis favorables, je mets aux voix l'amendement numéro 7. Qui vote pour ? Contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté. Nous passons à l'amendement numéro 1, présenté par le gouvernement. Madame la Ministre. Amendement rédactionnel, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, votre avis ? Favorable. Très bien, avec 2 avis favorables, je mets aux voix l'amendement numéro 1. Qui vote pour ? Contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté. Nous passons à l'article 31 avec l'amendement 5 rectifié bis, qui n'est pas rédactionnel, mais un peu plus conséquent. Madame la Ministre, si vous souhaitez le présenter. Madame la Présidente, c'est un amendement de coordination qui vise à l'adaptation des dispositions dans les Outre-mer, amendement traditionnel. Parfait. Monsieur le rapporteur ? Favorable. Donc avec 2 avis favorables, je mets aux voix l'amendement 5 rectifié bis, qui est pour, contre, qui s'abstient. Il est adopté. L'article 31 ter avec l'amendement 4 rectifié du gouvernement, Madame la Ministre. C'est un amendement de coordination, Madame la Présidente. Parfait. Monsieur le rapporteur, votre avis ? Favorable. Avec 2 amendements favorables, je mets aux voix l'amendement 4 rectifié qui est pour, contre, qui s'abstient. Il est adopté.
un amendement après l'article 31 quinquies, l'amendement numéro 3, présenté par le Gouvernement. Toujours coordination, Madame la Présidente. Merci, Madame la Ministre. Toujours Monsieur le favorable, rapporteur. Madame la Présidente. Donc, avec 2 avis favorables, je mets aux voix l'amendement numéro 3, qui est pour, contre, abstention, il est adopté. L'amendement 6 rectifié présenté par le Gouvernement après l'article 31 quinquies, Madame la Ministre. Amendement coordination, Madame la Présidente. Favorable. Parfait. Avec 2 avis favorables, je mets aux voix l'amendement 6 rectifié qui est pour, contre, qui s'abstient. Il est donc adopté.